De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Filles de Mars où aujourd'hui je vais vous faire découvrir une femme que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte grâce à mon chéri et je trouve qu'elle est très authentique, très lumineuse, très authentique et surtout elle a ce pouvoir d'inspiration en elle. Enfin, tout ce qu'elle va vous allez voir à travers son interview que c'est juste magnifique ce qu'elle fait et sa personne est très brillante. Je te souhaite la bienvenue, Déborah. Merci, quelle présentation, waouh! Je te remercie encore d'être là parmi nous et de pouvoir partager tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui pour moi et pour nos intervenants, nos auditrices, nos éditrices. C'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, je suis très contente d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc, en général, j'aime bien dire que déjà professionnellement parlant, je suis coach BDSM et alignement de soi. Donc, j'aide autant les couples, les célibataires, les hommes, les femmes, autres, à épicer leur sexualité. Surtout et avant tout, à avoir une vie alignée à eux. Et puis, ça passe par le BDSM, encore mieux, je suis là pour les aider. Je fais de la création de contenu aussi en ligne, où c'est surtout du contenu autour de l'éducation à la sexualité, au BDSM, au coaching, à l'alignement de soi. Et personnellement parlant, je suis aussi dans une relation maître-esclave, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où je suis l'esclave. Donc, c'est ce qu'on appelle une relation ME 24/7. Merci pour toutes ces présentations. Du coup, je vais te poser cette première question. Quelle est la première chose que tu as voulu être ou faire en grandissant? Je voulais être ostéopathe. On est loin de l'ostéopathie. On est loin de l'ostéopathie, mais c'est encore quelque chose. Alors, j'imagine encore dans le futur être chiropractrice peut-être au féminin, mais j'ai voulu ça pendant les 7 ans. Ouais. Et après, professeur de mathématiques. On est toujours loin de ce domaine. Mais au final, c'est quand même assez proche. Hein. Je voulais pouvoir impacter des gens, changer aussi comment ils se sentent intérieurement. Et puis, dans le côté prof de maths, j'aime beaucoup transmettre dans un endroit qui est un peu tabou finalement. Les maths, c'est quelque chose qui est un peu pas apprécié, pas aimé. Et je me suis dit, si je peux avoir un impact sur une jeune génération, de commencer à apprécier, de voir de la beauté dans des choses un peu qu'on n'aime pas d'habitude, comme le BDSM finalement, ça pourrait être bien aussi. Donc, c'est assez proche au final. Hein. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à t'éloigner donc de cette partie plutôt chiropractrice et professeur de mathématiques pour en arriver en tant que coach BDSM et alignement de soi? Alors, en premier, l'ostéopathie, c'était à mon année de terminale. Donc, juste avant faire les vœux, on y va et tout, on se lance. Il y a 2 choses qui se sont passées. La première, c'est que j'ai eu des adultes qui m'ont découragée, qui m'ont dit: «Tu es trop petite, tu as trop mal partout, tu ne pourras pas rester debout toute une journée et t'occuper de gros gabarits sur une table, voilà, pour les massages, les trucs comme ça». Donc ça m'a découragée. Et il y a eu aussi autre chose, c'est que j'ai eu en terminale une prof de mathématiques passionnante. Et en fait, je suis très sensible aux gens passionnés. Et elle m'a impactée et elle impactait toute la classe d'une façon tellement inspirante pour moi. Et j'ai toujours adoré les maths et le côté prof en plus, que je me suis dit, mais en fait, je vais être prof de maths. Et je me suis lancée en licence de maths. Hein. J'ai une licence de maths, voilà. Donc, on a fait quand même les démarches. Et puis après, pour passer de là à coach, ça a été surtout que j'étais déjà sur ma chaîne YouTube depuis un moment. D'accord. Je partageais en fait énormément ce qui se passait dans ma vie et mes réflexions. Et on va dire que dans cette année-là où j'ai eu une transition professionnelle, c'est l'année aussi où j'ai commencé à parler de développement personnel.
et donc d'alignement de soi parce que moi-même, j'en avais besoin. Je Mhm. sortais de dépression chronique que j'avais depuis 7 ans. Moi, le chiffre 7, il revient souvent. Hein. Tout est sur 7 ans. Donc, je sortais de dépression chronique, je le partageais avec les gens. Et j'ai eu aussi un moment où j'ai voulu partager mon histoire en ligne, une partie de mon histoire. Hein. J'ai parlé d'agressions sexuelles que j'avais subies pendant des années. Et on va dire que ça a eu un impact très, très fort sur les gens qui m'ont suivi à ce moment-là. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas garder, on va dire, les solutions que j'ai trouvées Mhm. pour moi. Il faut que je les partage. Et donc, littéralement, le coaching m'a appelé, quoi. C'est-à-dire que je me suis même pas dit un jour, ah, j'aimerais être coach. Non, c'est vraiment les gens, le monde du coaching qui m'a dit, bon, bah, fais ta place. Et au fur et à mesure des années, aussi en évoluant, moi, dans ma vie personnelle, mais aussi avec les personnes en face je pense que les choses sont bien faites. Hein. Des fois, on attire les bonnes personnes, on va dire, eh ben, hop, ma vie a évolué. Tous mes domaines de vie étaient très, très bien à un moment donné, sauf ma sexualité plaisante, pas ma Mhm. sexualité autour de la guérison. Ça allait mieux. Mais ma sexualité plaisante, elle n'était pas forcément présente. Mhm. Et il y a un jour où j'ai décidé, où je me suis dit, bah, j'en ai marre. J'en ai marre d'être juste dans la guérison. Aujourd'hui, je veux prendre du plaisir. Et quand j'ai ouvert cette porte-là, on va dire que le BDSM a réouvert ses portes à moi et tout s'est enchaîné. J'ai rencontré mon maître, j'ai changé tout mon business pour aller sur du BDSM et de l'alignement de soi. Et voilà, petit à petit, les choses se sont faites, quoi. Waouh! C'est génial. Enfin, j'aime beaucoup parce que c'est pas forcé, tout ça, c'est vraiment très fluide. Ça arrive, c'est un peu, tu sais, bah voilà, en fait, ta vie, elle était destinée à être là. On t'emmène là où on veut, à travers certaines expériences, et je trouve que c'est juste waouh! C'est totalement ça, vraiment du petit à petit. Et puis, tu sais aussi, je pense qu'il y a un truc qui m'a suivi, c'est prendre des décisions alignées à moi. Mm. Et donc, du coup, en fait, sur le long terme, on s'en rend pas compte en disant ce que ça fait. Mais en fait, une année, on prend une décision alignée, une deuxième année, une décision alignée, une troisième année, à la fin, on se retrouve à un endroit qui fait sens. Totalement, totalement d'accord. D'ailleurs, pour nos auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est pour toi une décision alignée? Alors, déjà, pour moi, c'est une décision qui est indépendante du résultat de cette décision. Parce que souvent, on a l'impression qu'une bonne décision, c'est quand on a des bons résultats. Mais non, il y a plein de fois dans la vie, on a des résultats auxquels on ne s'attendait pas, qui sont mauvais, et la décision était tout de même alignée. Donc, c'est une décision qui s'évalue au moment T, au moment où on la prend. Et au moment où on la prend, c'est une décision qui fait sens déjà avec qui on est profondément, avec nos valeurs aussi, donc ce qui est important pour nous. Et il y a un truc aussi dans les décisions alignées où ça fait autant sens dans son cerveau, dans son cœur, mais aussi dans son corps. Et souvent, on essaie de prendre des décisions, je pense typiquement aux décisions amoureuses. Mon cœur veut ça, mais mon cerveau veut ça. Mais en fait, il existe des troisièmes voies où il y a les 3 C, comme moi je les appelle, cœur, corps, cerveau, qui sont alignés et qui se disent on est tous d'accord et on le sent profondément dans son corps, quoi. Après, il y a aussi un truc que moi j'aime bien me poser comme question quand je veux prendre une décision alignée, c'est quand je vais me retrouver sur mon lit de mort, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir pris cette décision? Et en général, ça ramène les choses à la réalité et on se dit oui, oui, c'est vrai que je vais regretter si je vais pas là-dedans. Donc, bah, faut y aller, quoi. J'aime beaucoup cette question. Et ben voilà. Je vais la prendre pour moi, Ouais. cette question. Elle Je est te la passe. c'est vrai qu'on n'y pense tellement pas, mais cette question, elle est juste incroyable, quoi. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Mais c'est tellement vrai, en fait, de pouvoir prendre des décisions et de se dire, est-ce que cette décision, déjà, si je ne la prends pas, est-ce que je vais le regretter? Et si la réponse est oui, de pouvoir après prendre cette décision sans trop mentaliser les choses, trop de réflexion, etc. Parce que, enfin, je veux dire, l'être humain est quand même très fort dans le fait d'avoir un choix à faire, mais proposer 36 000 choses dans ton cerveau et que Totalement. jamais il y a de décisions à faire. Totalement. Donc, merci beaucoup. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai l'impression que tu as vécu quand même pas mal de choses au travers ta vie. Est-ce que tu pourrais nous dire le moment clé de ta vie qui a marqué un tournant décisif pour toi?
Oh là là, mais alors là, faut choisir. Le moment clé, je vais aller peut-être sur un des premiers. Mmh. On remonte il y a très, très longtemps. Alors, faut savoir que moi, j'ai de l'amnésie sur ma vie tout de même. Avant l'âge de mes 20 ans, il y a beaucoup de choses que je ne me souviens pas, parce qu'on a un trouble dissociatif de l'identité. Donc, on va dire que j'ai souvent accès qu'aux moments clés ou à des moments clés. Et donc là, je me souviens d'un moment, je pense que je devais avoir genre 7 ans, où j'ai décidé, je l'ai jamais raconté en plus ça en ligne. Oh, Voilà, oui, exclu, waouh! j'adore. Donc en fait, je faisais de la gymnastique artistique, mais Mmh. j'en faisais pas à un très haut niveau, à 6-7 ans, et je suis allée voir une compétition, et dans cette compétition, j'ai vu une jeune fille, une petite fille, faire un salto arrière sur une poutre et devenir première. Elle a gagné la compétition, et je pense que quand je remonte dans les souvenirs, c'est peut-être la première fois où j'ai été inspirée, par une autre femme en plus, enfin femme, fille, hein, à ce moment-là. Et j'ai dit à ma mère, «Je veux faire la même chose qu'elle. Je veux faire du sport-études. Je veux faire un salto arrière sur cette poutre et je veux devenir première». Et dans l'année, j'ai changé de club. Je suis allée en sport-études très, en amont, hein, normalement, pas en sport-études à 8 ans, hein. Hem, j'ai fait un salto arrière sur la poutre cette année-là, à 8 ans. Il y avait quasi personne qui le faisait en France, et je suis devenue première. Oh waouh, bravo! Et je pense que, pour moi, ça a été un moment décisif parce qu'à mon avis, c'est une des premières fois où j'ai appris que quand, c'est pas quand on veut, on peut. C'est pas ce truc-là un peu bateau. C'est surtout quand il y a quelque chose qui te tient à cœur, ben, tu rends un peu l'impossible possible, quoi. Moi, je me souviens que quand je m'entraînais, on me disait: «Un salto arrière à 8 ans, on l'a jamais eu dans ce club, on l'a pas en Alsace», enfin voilà. C'est pas «possible» entre guillemets, quoi. Et moi, j'étais là: «Oui, mais j'ai vu quand même qu'il y a une fille qui le faisait, alors mon âge, c'est pas si important», bon, tu vois? Et je pense qu'il y a eu un saut de maturité à ce moment-là qui a été fait, et je pense que cette petite graine de quand quelqu'un m'inspire, quand quelqu'un me passionne, quand quelqu'un me montre que c'est possible, qu'il y a de la représentation et que ça touche mon cœur, eh ben, en fait, c'est possible. Voilà. C'est très, j'aime beaucoup, ce que tu dis parce que, on voit tellement de personnes qui veulent des choses, mais qui ne font pas les choses pour y arriver. Et en fait, il leur manque peut-être justement cette inspiration, d'une autre personne. Le fait de se retrouver, en face, de se dire: «Oh, mais si elle peut le faire, mais moi aussi je peux le faire». Et je trouve que Totalement. c'est génial, c'est génial. Et c'est incroyable de voir que des fois, on devient cette personne pour quelqu'un d'autre aussi. De se dire: «Mais en fait», moi, le nombre de coachés que j'ai qui me disent: «Non, mais je vois pas des gens qui ont déjà fait ça», alors qu'ils existent, hein, évidemment, «mais je vois pas, donc c'est pas possible», et des fois, je leur dis juste: «Tu sais, tu as le droit d'être la première personne, hein. Tu Exactement. as le droit d'inspirer les prochaines». Totalement, totalement. Et quand tu inspires les autres et que les autres viennent: «Non, mais un jour, tu as dit ça ou tu as fait ça et j'ai fait Oui. la même chose. Mais du coup, merci parce que grâce à toi, j'ai pu enfin réaliser mon rêve». Et là, tu dis: «Mais vas-y, réalise tes rêves, tire sur toi». Mais c'est juste, enfin, tu as totalement raison. Et ça, c'est vrai que, en tant que femme, je pense, alors je ne sais pas si toi tu auras ce même discours, mais je pense qu'en tant que femme, on a besoin de s'inspirer les unes et les autres au lieu de se tirer des balles, parce qu'on est déjà dans un monde qui est très compliqué pour nous parce qu'on n'est pas forcément les plus bien vus, hein. On va dire qu'on est quand même vu comme un sexe faible, alors que pour autant, quand on se soutient et qu'on s'élève, on peut faire des choses extraordinaires. Juste un mot, une phrase, une action de l'autre personne en face peut nous faire des choses incroyables, quoi. Totalement. Et puis réinventer les règles aussi, de se dire, en fait, on n'est pas obligé de réussir à travers des modèles masculins qui nous ont dit que c'était comme ça qu'il fallait réussir. Des fois, quand on s'écoute un peu, justement, quand on revient à l'alignement de soi, on se dit: «Mais en fait,
j'ai plein de qualités, j'ai plein de forces, j'ai plein de possibilités, mais je peux tout faire ou tout être aussi, tu vois? Des fois, c'est pas juste du faire, c'est aussi, être, heu, soi, au final. Exactement, c'est totalement vrai. Être soi, on se dit que à dire c'est facile, mais parfois ça demande des fois d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et quand on va regarder à l'intérieur de soi, bon, je referme le livre, on y reviendra quelques années plus tard. Exactement, exactement. Donc, non, mais c'est totalement vrai. Hein. De toute façon, on le voit, hein, il y a énormément de figures masculines. Il y a de plus en plus de figures féminines, malgré tout. Et on voit où il y a la controverse, c'est surtout vers les femmes. On se dit, oui, elle peut pas y arriver, elle peut pas y arriver toute seule. Non, mais c'est grâce à un homme, nanana. Et en fait, du moment où une femme sort du moule, des conditions sociétales, patriarcales, tout de suite, de toute façon, il y a polémique. Mais souvent, c'est grâce à elle que on se dit, ah, oui, moi aussi, je vais aller faire comme elle, je vais venir être moi-même. Exactement. C'est dur, hein, mais c'est possible. Je suis totalement d'accord. Est-ce que tu as déjà échoué dans un projet ou une étape importante? 10 000 fois, 20 000 fois, 100 000 fois. Alors, j'ai un rapport à l'échec déjà, je dirais très sain. Hem, je pense enfin, je cherche souvent l'échec. Hem, je sais que c'est pas, déjà, c'est pas possible de pas échouer. Souvent d'ailleurs, on dit que les gens ont peur, tu vois, par exemple, le nombre de coachés que j'ai qui me disent: «Ah, j'ai peur de me lancer sur les réseaux sociaux, imagine j'échoue». Mais je pense que souvent on n'a pas peur d'échouer, on a peur qu'on nous voit essayer Mmh. et du coup, c'est intéressant quand même de parler des échecs, parce qu'il y en a, mais il y a surtout des essais. Alors, dans ma vie de tous les jours, si on reprend, très jeune, j'ai échoué beaucoup de fois, en sport-études. J'ai échoué beaucoup de fois face à moi-même, beaucoup de fois où je me suis abandonnée, où je me suis pas écoutée, où je me suis forcée d'ailleurs à être quelqu'un d'autre pour, être acceptée par ma famille, être acceptée par mes amis, être acceptée par les filles populaires du lycée, enfin voilà. Et puis maintenant, plus récemment, j'échoue au quotidien dans mon rôle d'esclave. J'échoue, enfin c'est normal. Alors aujourd'hui, c'est plus cool parce que quand je fais un échec, c'est la responsabilité de maître. Il avait qu'à mieux m'éduquer. Donc du coup, je n'ai pas vraiment à prendre le poids de mes échecs. Mais ça m'arrive encore d'échouer, dans des lancements de projets, par exemple, dans des lancements de produits, ça se ou de formation ou de coaching. Hem, de croire que je vois quelque chose chez un ou une coachée, mais en fait, je me suis trompée. C'est possible aussi. Sur les réseaux sociaux, s dire des choses qui sont mal interprétées, qui ont été, mal pensées ou trop vite pensées, c'est constant. Donc est-ce qu'il fallait que je choisisse un moment en particulier pour répondre à ta question? Non, c'est très bien. Non? Ouais, très bien. Voilà, j'ai peut-être échoué à répondre à la question. Non, j'aime beaucoup ta façon, enfin ta relation avec l'échec, parce que justement, en fait, on voit trop l'échec comme négatif. On se dit que forcément parce qu'on échoue, on est nul, on n'est pas assez, on peut pas y arriver parce qu'on n'est pas on n'a pas les compétences, etc. Alors qu'en fait, l'échec est un mot à la base totalement sain. C'est nous qui mettons une définition négative derrière, alors que comme tu disais, c'est des essais on fait. Ça aboutit ou non, mais dans tous les cas, derrière, on a un apprentissage qui va en fait nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre ce qu'on a fait, ce qui n'a pas fonctionné, et donc le modifier pour réessayer d'une autre façon. Totalement. Et puis, on oublie souvent que l'échec, c'est au niveau de la compétence, c'est dans le faire. Et on associe nos échecs à notre valeur dans l'être. Mais tu peux être assez et avoir fait une erreur ou avoir fait pas assez. Et tes comportements ne définissent pas foncièrement qui tu es. Et moi, il y a eu quand même un moment décisif sur mon rapport à l'échec qui a été un truc que j'ai lu. Je sais même pas si l'information est vraie, que 1/3 de tout ce que lance Google est prévu à l'échec. Où on développe des projets, on sait que ça va échouer, puis après on se retrouve à faire des projets comme Gmail
Et genre, littéralement, quasi tout le monde a un Gmail, voilà. Alors, je ne suis pas Google. Mais je me suis dit, OK, si je prenais ma vie en me disant un tiers, je veux le dédier à des projets qui échouent, ben, qu'est-ce que j'oserais faire? Encore une fois, on revient à cette décision alignée. Qu'est-ce que je vais oser prendre comme décision et que je ne vais pas regretter sur mon lit de mort parce que j'avais trop peur de l'échec? Là, je me dis un tiers. 2 tiers, c'est le truc sécure, on sait que ça va potentiellement fonctionner, tout ci, tout ça. Oh, je réussis dans ma vie. Un tiers de tes décisions de ta journée, vas-y, c'est de l'échec. Fonce, quoi. Et en fait, après, ça devient notre ami. Hein. Et c'est cool après d'échouer. Mais c'est totalement. Et après, tout dépend aussi de où on se trouve dans le monde, parce que quand on regarde, nous en France, on a ce rapport à l'échec très négatif, et aux États-Unis, ils ont ce rapport à l'échec très positif. Au contraire, le fait d'échouer n'est pas grave parce que justement, ils ont essayé. Et en plus de ça, ils ont appris de leurs essais, de leurs échecs, et ils vont retenter, ils vont pas se laisser abattre à se dire non, mais je suis nulle. Parce que justement, ils ont, comme tu disais, dissocié leurs essais de leur valeur. Parce que c'est pas parce qu'on échoue qu'on est moins, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a rien en nous. Au contraire, c'est parce que on a le courage d'essayer des choses. On les met en place, comparé à certaines personnes qui restent tétanisées dans la peur et qui ne passent jamais à l'action parce que c'est vraiment, pour eux, c'est trop en fait. C'est trop, ils n'arrivent plus à gérer. Et j'aime bien dire aussi que même si après un échec, tu n'apprends pas dans la même compétence, typiquement, j'échoue à faire un gâteau et je ne fais plus jamais de gâteau de ma vie, tu apprendras aussi juste à vivre l'échec. Et c'est une compétence aussi. En fait, se sentir tétanisé, se sentir incapable, se sentir nul, c'est des émotions à apprendre. Et souvent, dans les éducations, on n'a pas eu cet espace-là. On n'a pas eu l'espace de… alors, les éducations, il y en a qui ont été éduqués de façon positive, ce n'est pas mon cas. On leur dit, bah, tu te sens nul, bah, c'est pas grave. Vis-le, en fait. Vis le fait que tu te sens nul. Vis le fait que tu te sens impuissante. Et en fait, c'est des émotions qui, quand les étend, sont des émotions, des portes d'entrée au lâcher-prise, typiquement. Et le lâcher-prise, on le retrouve où? On le retrouve dans la sexualité, on le retrouve dans le fait de ne pas tout contrôler. Mais quand on ne s'autorise pas à vivre de l'impuissance, à vivre du fait qu'on se sent nul, stupide, ridicule, jugé, rejeté, ben en fait, du coup, on ne s'autorise pas non plus à lâcher prise dans notre vie. On est tout le temps comme ça, il faut que je réussisse tout, il faut que mon gâteau, il faut qu'il soit bon, mon gâteau. Bah, peut-être les gâteaux, tu les feras jamais bien. Bah, échoue, vas-y, on s'en échoue, vis ton échec, sens-toi nul, et ça, c'est déjà un apprentissage. Totalement, mais c'est vrai en plus. Et c'est souvent. Et je trouve que dans la sexualité, on retrouve aussi un peu, tu sais, nos côtés d'ombre. Tu sais, ces petits défauts et tout ça, parce que justement, c'est un domaine où on a besoin vraiment d'être soi, de lâcher prise, de faire confiance à l'autre ou à faire confiance à soi, etc. Et souvent, dans cette. Quand tu. Alors, moi, je ne suis pas coach en sexualité, mais. Écouter des personnes parler de leur sexualité, t'en apprends tellement plus sur eux que si tu passais 15 ans de leur vie à passer à parler de pro, de perso, mais sans passer par la sexualité. Parce que justement, dans ce domaine, et toi qui es dedans, c'est incroyable ce qu'on peut apprendre de nous dans la sexualité. Quelqu'un qui veut absolument tout contrôler dans sa sexualité, souvent, et je me reconnais là-dedans, hein, mais souvent, on a tendance à vouloir tout contrôler dans notre vie. Parce qu'on le lâcher prise et nous, on est loin, très loin, mais très, très loin de cette compétence. Totalement. Mais je dis souvent que moi, j'aime bien voir le BDSM ou la sexualité comme un outil de développement personnel, mais aussi le développement personnel comme un outil de BDSM ou de sexualité. En fait, c'est vraiment une double entrée. C'est plus on sait qui on est et plus on a une sexualité épanouie, et plus on a une sexualité épanouie, plus on sait qui on est. Et c'est vrai que dans la sexualité, on apprend aussi à connaître les gens, leurs ombres, leurs difficultés, mais aussi leurs profonds désirs et des fois, souvent, des désirs réprimés, parce que c'est un endroit vulnérable. C'est un endroit aussi hors de la performance de… Alors, je parle vraiment de la performance de… En gros, si tu as du mauvais sexe, tu auras quand même ton salaire à la fin du mois.
Tu vois, il n'y a pas ce type de performance-là. Alors que souvent dans le business, et pour avoir été coach business aussi, je le vois, bah non, si tu n'es pas bonne à un endroit, bah peut-être tu n'as pas ton salaire à la fin du mois. C'est Et ça. donc, du coup, tu ne vas pas te comporter de la même façon, quoi. Alors évidemment, il y a quand même des vraies oppressions dans la sexualité et des injonctions de la société dans notre sexualité. Mais tout de même, c'est un endroit très vulnérable et les gens quand on parle avec eux, c'est dans un endroit où on les découvre profondément, quoi, dans tous les sens du terme. Oui, bah, je me doute bien. Mais du coup, ça me fait penser, toi, donc, qui est vraiment dans ce... Alors, tu es une femme, Mhm. tu es dans la sexualité, tu parles de sexualité et de Mhm. BDSM. En plus de ça, tu as une relation, donc, maître-esclave, d'où tu es l'esclave. Comment tu... Alors, c'est pas comment tu arrives à vivre, mais plutôt comment tu arrives à rester fidèle à toi-même par rapport aux attentes de la société, de ton entourage. Parce que, enfin, je veux dire, tu es typiquement le stéréotype, on va dire ça comme ça, de femme libre qui parle, qui est elle-même, mais qui en même temps, bah, les autres, je m'en tire le coquillage. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, je pense que c'est important de rappeler que c'est difficile. Parce que on peut se dire, ah, c'est simple pour une femme comme Déborah, elle vit dans un pays, le Portugal, où peut-être que c'est plus libre, j'en sais rien. Sa famille, c'est sûr qu'elle l'accepte comme elle est. Ses amis sont restés avec elle toute la vie. Et puis ses abonnés sont une communauté en or, donc tout le monde la soutient. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas du tout la réalité. On ne vit pas dans ce monde-là de bisounours, même si j'adorais, hein. Non, non, moi aussi, j'ai perdu énormément d'amis. J'ai été reniée par une part de ma famille pour la sexualité que j'ai. Euh, j'ai plein de tabous dans le pays dans lequel je vis et c'est important de se dire que je ne suis pas devenue je m'en fous du jour au lendemain. Et en fait, c'est des choses qui s'apprennent. Et souvent, on se dit, ah ben si moi, je peux pas devenir en gros comme ça du jour au lendemain, alors je peux pas le devenir. C'est pour les autres. Non. J'ai d'abord pris une des premières décisions que j'ai prises en mode je m'en fous, c'est quand j'ai vécu du harcèlement scolaire et j'en ai vécu énormément et encore jusqu'au lycée où à la rentrée, je me suis dit bah écoute, tu sais quoi, quitte à être harcelée, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait, je vais m'habiller comme je veux. C'est tout. Je parlais pas comme je veux, je disais pas mes opinions, je me cachais, mais j'avais mis une veste de couleur moutarde. Et pour moi, le stress, la pétoche que j'avais avant d'aller en cours ce jour-là, je me suis dit, mais tout le monde va voir ma veste et tout le monde va me juger. Et oui, tout le monde a vu tout le monde, c'est pas vrai, il y a des gens qui ne savaient pas qui j'étais au lycée, hein, mais a vu ma veste, m'a jugé, c'est quoi cette serpillère que tu as sur toi? Enfin, ça n'a pas changé le harcèlement que j'ai eu. Mais ce jour-là, ben, quand j'ai mis ma veste, il y avait une petite part de moi qui s'est illuminée en mode, j'aime bien cette couleur. Voilà. C'était aussi bête que ça, tu vois. Et ça, c'était, voilà, je devais avoir 16 ans, quoi. Donc, c'était il y a 10 ans en arrière. Et j'ai dû apprendre pendant toute l'année à me dire, OK, aujourd'hui, c'est la veste moutarde. Demain, c'est un short un peu plus court que ce que les gens mettent. Et puis, ah, ces bottes, il y a des talons. T'es sûr que je peux aller en talons au lycée, ça a commencé comme ça. Et puis, plus tard, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. Encore une fois, c'était dans ce que j'exprimais physiquement. Je suis devenue végane dans un monde il y a 9 ans en arrière. Oula. Voilà. Oula. Voilà. C'est pas pareil qu'aujourd'hui, hein. Moi, Ah, les non. gens que j'avais en université ne savaient même pas ce que c'était le mot vegan, hein. Donc, j'ai affirmé des idées. Je me suis mis des gens à dos. J'ai subi de la violence, malheureusement, à cause de ces choses-là aussi. Mais voilà, c'était une décision à la fois entre qui je suis et ce que je montre aussi, ce que je dis, comment je m'affirme. Et c'était dur, quoi. Genre, vraiment, chaque nouvelle décision, c'était «Ah, je vais pas y arriver, mais c'est pas possible». Et puis après, il y a un truc qui est génial avec le cerveau, c'est que on a littéralement des zones du cerveau qui sont faites pour les habitudes. Et on est fait pour s'habituer aux choses. Donc, quand ça fait, en fait, 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on dit je suis végane et que j'aime la couleur moutarde de ma veste,
Eh ben, un jour, on se dit, ah, mais peut-être que c'est la norme. Et puis, on a une personne qui vient nous voir et qui dit, j'adore ta veste, en vrai, je voulais pas le dire devant les gens, mais je l'aime bien. Bon, bah, je sais pas ce que c'est le véganisme ou je sais pas ce que c'est le féminisme. Après, ça continue avec le féminisme. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse quand t'en parles. Et tu vois, ancrer ces petits moments-là. Et donc après, bah, j'ai arrêté de m'épiler. Après, je suis allée sur des plateaux télé pour revendiquer mon féminisme, revendiquer ma non-épilation, mon non-port du soutien-gorge. Enfin, et j'ai expérimenté. Et puis, à ce stade-là, la sexualité, c'était dur, quoi. Mm. À ce stade-là, parler de BDSM, parler ouais, alors viens, on en parle en rigolant. C'est drôle de faire des blagues sur du sexe. Voilà, c'est ça, quoi. Et puis, avec le temps, avec l'habitude aussi de oui, en fait, on choque les gens et puis ça passe et puis après ils sont intrigués. Ils sont d'abord choqués, puis ils sont après intrigués, après ils sont curieux, après ils te demandent comment tu l'as fait. Mm. Donc tu vois aussi, j'ai appris qu'il y avait un protocole et que quand je montre qui je suis, je pense, je me fais toujours ce petit exercice. Peut-être que les gens auront envie de le faire aussi. Je pense à la Déborah du futur. Je pense à la Déborah du futur qui a déjà des gens autour d'elle qui lui disent comment t'as fait? Et je me dis ok, donne-moi la force. Essaye de me soutenir aujourd'hui et de me dire que ça en vaut la peine. Et quand je doute, je me dis ok, il y a une Déborah dans un monde fictif là qui me dit que ça en vaut la peine. Donc allez, on continue. Un jour de plus. Comme les gens qui essaient d'arrêter la cigarette, tu sais. Un jour de plus à être moi-même. Allez, j'essaye un jour de plus. Puis après, tu as des gros moments où les gens te disent mais moi, j'accepte pas. Et moi, je te renie pour ça. Et moi, tu sais pourquoi tu as pris la décision? Un jour de plus. Un jour de plus. Et aujourd'hui, ne pas m'écouter, ce serait la chose compliquée. Mhm. Aujourd'hui, faire des choix qui me ressemblent pas, je me dirais oula, ça fait mal, ça va choquer dans les gens autour de moi qui me correspondent bien maintenant et qui. Donc, il y a un jour, il y a un environnement où plus tard, tu sais, on surestime souvent ce qu'on peut faire en un mois, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Peut-être un jour, dans 10 ans, bah, tout ça, ce sera la norme, quoi. Et tu sais, j'ai des coachés qui me disent ah, toi, tu fais du sexe en groupe, tu fais des gangbangs, tu fais des trucs comme ça, c'est tellement ta norme, tu peux faire ça tous les week-ends si tu veux. Moi, si je faisais ça un jour dans l'année, ce serait le jour de l'année, quoi. Mais il y a 5 ans, je disais la même chose que toi. Hein. Il y a 5 ans, je l'écrivais timidement, tu sais, sur mes résolutions de l'année. J'aimerais bien faire un gangbang et genre que personne le voit. Et donc, je leur dis, mais dans 10 ans, on en reparle. Continue à faire là ce que tu apprends. On en reparle et tu me diras, ouais, mais en fait, c'est trop simple. Ben voilà. J'adore, j'adore. Non, mais c'est tellement, c'est tellement inspirant parce que je le vis, je l'ai vécu à un moment donné, sois toi juste un jour. Ouais. Juste un jour, fais juste toi ce que tu as envie. Et de toute façon, dans tous les cas, tu vas pas mourir aujourd'hui, fais-le. C'est pas les regards, c'est pas les mots qui vont te tuer. Fais-le. Et après, on avisera. On verra ce que ça a donné. Et en fait, un jour, plus un jour, plus un jour. Et aujourd'hui, tu te dis, bah, j'ai 27 ans et je suis moi-même. Et je suis heureuse de ma vie parce qu'un jour, j'ai pris la décision de faire ce que moi, j'avais envie de faire et de porter ce que j'avais envie de porter et de dire ce que j'avais envie de dire. Sur le coup, c'est vrai, hein, sur le coup, t'as l'impression que ton cœur, il va sortir de ta poitrine, t'as l'impression que tu vas t'effondrer, que tout va te tomber dessus, et puis en fait, t'arrives à la fin de la journée, tu dis, ah, en fait, c'était pas si simple, c'était pas si compliqué que ça. Bon, allez, hop, on recommence demain. Exactement. Mais c'est tellement inspirant et je trouve que tu inspires en fait cette envie d'être soi, de vouloir justement nous rapprocher de notre nous intérieur. Et comme tu dis, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, ça c'est sûr, mais c'est en prenant une décision, en mettant ça en place que tu arrives là où tu veux aller en fait. Tu as totalement raison. Et j'aime beaucoup tous les exercices que tu partages. Hein. Enfin, je veux dire, merci beaucoup pour nos auditeurs. D'ailleurs, à toutes celles qui écoutent Déborah, n'hésitez pas à les essayer, ces exercices, et à venir nous dire ce que ça a fait pour vous en commentaire. Ce sera avec grand, grand plaisir.
Qu'est-ce qui te motive à continuer d'avancer, même dans les moments difficiles? Oh, aïe, aïe, aïe. Des fois, rien. Des fois, je suis pas motivée, hein. Et d'ailleurs, je préfère chercher l'inspiration que la motivation. Je trouve que la motivation, il y a quelque chose de très, il y a un effort derrière. Souvent, tu sais, genre, j'ai pas envie d'aller à la salle, il faut que je sois motivée. Moi, j'ai du mal à trouver la motivation à plein de trucs. Par contre, j'ai plus de facilité à trouver l'inspiration. J'essaie de me souvenir un peu de mon pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi, et enfin, c'est un peu, tu sais, le sens de la vie. Voilà, c'est très, spirituel ce que je vais dire, mais c'est vrai. Pourquoi je fais ça? Pourquoi, je continue à me battre? Par exemple, là, il y a en ce moment un truc qui me saoule, c'est la censure. Ça me saoule. Là, je me suis réveillée ce matin, une fois de plus, on m'a censuré une partie de mon compte Instagram. Ça me saoule et je suis là: «Mais pourquoi?» Genre, je suis pas motivée à me battre, à envoyer des mails: «Allez, s'il vous plaît», mais il y a un pourquoi plus grand. Le pourquoi plus grand, c'est, tu vas impacter des femmes, des hommes, autres, à aller de plus en plus en lien avec qui ils sont, à trouver leur bon endroit, à aussi, transformer, leurs tabous en déclic et ça, ben, ça te touche profondément, Mmh. tu vois? Peut-être que ça touche pas du tout une des personnes qui nous écoute. Elle a certainement pas le même pourquoi que nous. C'est pas Exactement. grave, tu vois? Trouve ton pourquoi. Qu'est-ce qui te touche profondément? Qu'est-ce qui est profondément important pour toi dans la vie? Et quand ça va pas, bah, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi qu'il y a quand même un truc. Alors oui, pleure, crie, sois en colère, prends une semaine de repos s'il faut. Tu sais, à la fin de l'année, si j'ai pas réussi mes trucs le 31 décembre, mais le 7 janvier parce que j'ai perdu une semaine à pleurer, ça changera rien au monde, hein. Voilà, l'univers, il s'en fout totalement que j'ai réussi le 7 janvier, plutôt que le 31 décembre. Donc je prends ma semaine, je pleure, je me dis: «C'est nul!» Ah, voilà, tout ça. Je vais y arriver, on arrête tout. Puis après, les émotions, elles passent. C'est quoi mon pourquoi? Et là, je me relance. Voilà. Et si moi, j'y arrive pas, la Déborah d'aujourd'hui, c'est pas grave, la Déborah de demain, elle en sera peut-être capable. Je me retrouve tellement dans ce que tu dis. Il y a des semaines et des jours, je dis: «Non, mais c'est bon, j'ai plus envie, j'en ai trop marre» et je crois que le pire de mes semaines, c'est quand je suis juste avant mes menstruations. Alors là, c'est fini. Si jamais j'ai un pépin et que genre j'ai un taux d'hormones trop élevé, je me dis: «Non, mais c'est bon, j'ai plus envie» et je pleure et je vais pas bien et mon chéri me dit: «Bébé, pose-toi, arrête tout, stop, va regarder un film, joue à un jeu, va dormir, arrête». Ah ouais. Et après, 2-3 jours après, tu sais, t'as la vitamine, mais tu peux pas arrêter. Je dis, c'est pas possible. C'est plus fort que toi. Tu as envie de le faire. Tu veux transformer les femmes. Tu veux les aider. Et à ce moment-là, tu dis, allez, hop, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, c'est totalement vrai. Tu as totalement raison. Une semaine, il vaut mieux prendre quelques jours de repos pour vraiment extérioriser ce qu'on peut ressentir parce que oui, il y a des moments où ça va pas. Et c'est normal. Enfin, on peut pas tout le temps aller bien et tout le temps sur un nuage et tout ça. On peut pas être tout le temps en up en disant c'est trop la patate et tout ça. Il y a des moments où oui, ça va pas. Il y a des moments où on a besoin de pleurer, de crier, d'être en colère, de râler toute la journée, d'être ronchon. Et après, comme tu dis, une fois qu'on a extériorisé, ok, pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Oui, et bien, hop, on se remet en selle. Et tu as totalement raison. C'est pas parce que tu vas faire tes actions, tes dernières actions et que tu vas les valider le 7 janvier au lieu du 31 décembre que ça y est, tout va s'arrêter pour toi, quoi. Et puis souvent, enfin, les pauses, c'est important, hein. Les moments où on se sent, mal, enfin, c'est des moments où on apprend aussi profondément sur nous et donc après, on prend des meilleures décisions et puis on se rend compte que: «Oh, j'avais peur de le valider le 7 janvier» et au final, on valide le 1er décembre au lieu du 31, juste parce qu'on s'est laissé l'espace de se rencontrer et justement, en fait, pour moi, on peut pas prendre des décisions alignées en étant dans un positivisme toxique où il faut, il faut, il faut. Mais des fois aussi, qu'est-ce que j'ai envie? Eh ben, j'ai envie d'aller mal.
Mais c'est vrai. Voilà. Et donc, tu vois, encore cette semaine, je faisais un coaching avec une coachée où on parlait du rapport à l'échec et je lui dis, elle me parlait de Lena Situation qui avait eu un échec sur son premier lancement de Hôtel Mafouf et tout. Et je lui dis, OK, pour toi, ça signifie quoi qui vient te toucher? Et elle me dit, bah, pour moi, je vois de l'humilité et de l'authenticité dans cet échec-là. Je dis, bah, tu penses pas que si toi, tu t'autorisais à être plus proche de ton humilité et ton authenticité, tu prendrais des meilleures décisions dans ta vie? Autant pour ton business, si tu veux faire de l'argent, pour tes relations amoureuses, pour tes relations sexuelles, familiales, avec plus d'humilité et d'authenticité, peut-être que ta vie, elle te ressemblera un peu plus. Donc, prends cette semaine, puis après, prends des meilleures décisions qui sont plus alignées à ce qui est important pour toi. D'un coup, ça ira même plus vite. Tu vas gagner du temps dans ça. Totalement. Mais tu as totalement raison. Enfin, je veux dire, des fois, juste laisser l'espace de aller mal et de pouvoir souffler, et ça nous fait gagner grand temps, quoi. Où te vois-tu dans 5 ou 10 ans et quels sont tes rêves pour l'avenir? Alors, on sera en 2030. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a quelques années en arrière, tu m'aurais posé la question. J'aurais été en mode, j'ai un centre pour aider les femmes au Portugal, à Paris, à Rio, des trucs très grands. Et en réalité, aujourd'hui, alors je vais commencer par la partie business. C'est la première fois, c'est le premier business que j'ai où je prends du plaisir à avoir du long terme plutôt que de tout réussir au court terme. Donc, en fait, j'espère même être dans le même business déjà, de continuer à impacter au niveau BDSM, à impacter au niveau de l'alignement de soi, mais peut-être dans un marché plus grand, donc plus de personnes. Je me vois aussi continuer à faire des choses que j'adore, qui sont typiquement ces interviews, aller dans des médias, des choses comme ça. Je me vois aussi sur le marché anglais. J'aimerais autant sur le marché français et anglais. J'aimerais avoir plus de temps libre. J'en ai énormément déjà. En réalité, je, je sais que je travaille beaucoup, mais en fait, je travaille beaucoup surtout pour quelqu'un qui a un handicap. Mais pour quelqu'un de la vie de tous les jours, je, j'ai beaucoup de liberté dans ma vie. Donc voilà. Et donc, j'aimerais en avoir encore plus. Parce que au niveau perso, ben, en réalité, j'aimerais juste pouvoir être l'esclave qu'on voit dans les films, c'est-à-dire pouvoir être enchaîné au bureau de maître, le laisser travailler pendant la journée et être à ses pieds et juste à me dire, ben, quand j'impacte sur le BDSM ou quoi, je le fais même pas à travers mon business, je le fais à travers mes réseaux sociaux, mes coachings, oui, mais c'est pas, c'est un bonus. Comment dire, c'est plus une obligation. Alors, obligation, c'est pas forcément négatif, hein. Mais aujourd'hui, ça fait partie des choses où j'ai encore des obligations, comme on a des obligations de remplir ses impôts, j'ai des obligations encore de gagner de l'argent avec, de toutes ces choses-là. Eh ben, ça, j'aimerais que ce soit une option et que du coup, je puisse vraiment me concentrer que sur ce que je veux faire. J'aimerais potentiellement faire encore plus de choses gratuites. J'aimerais aussi avoir plus de sexe dans ma vie. On a tous plus besoin de sexe. Voilà, on a tous besoin de plus de sexe. C'est déjà beaucoup, hein. Mais j'aimerais encore plus de sexe. J'aimerais aussi, dans 5 ans, peut-être avoir un enfant. C'est pas sûr. Et c'est encore une fois la première fois que je le dis en ligne. Donc, on en parlera plus tard. Voilà, c'est autre chose. Beaucoup d'exclus dans cette Voilà, beaucoup d'exclus. J'aimerais aussi être dans une nouvelle maison. Ça devrait se faire cette année, normalement. Donc, ça, c'est en cours. Voilà. Et puis après, je pense qu'au niveau perso, j'aimerais avoir plus d'énergie. J'aimerais avoir laissé plus de place à tous mes haltères.
qui puissent eux aussi avoir plus de temps dans la réalité, faire des choix alignés à eux aussi, qui sont pas les mêmes que les miens. Et en vrai, à part continuer à être alignée, tu vois, je suis pas là, je te dis des choses dans le faire, mais en réalité, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui et je m'en contrefiche si c'est totalement différent dans 5 ans, à partir du moment où ça me ressemble, Mmh. où c'est aligné. Genre vraiment, si je me retrouve dans une ferme avec des chèvres dans 5 ans et que ça me rend la plus heureuse du monde et que j'ai arrêté les relations maître-esclave, le BDSM et que je suis plus avec maître parce que c'est ce qui me rendait heureuse, mais c'est tout ce que je veux qu'on me souhaite, hein. Donc, On te souhaite plein d'alignements et plein de voilà. si c'est un jour c'est ça qui t'arrive, on viendra même t'aider à t'en occuper de tes petites Voilà, choses. des chèvres, j'en veux. Je veux des chèvres dans 5 ans. Voilà, c'est ça le mot final. On savait que tu avais envie d'autre chose, on le savait. Voilà. Avant de faire une vraie conclusion, je vais te finir, enfin une avant-dernière question avant la conclusion. Est-ce que tu as une habitude ou un rituel quotidien qui te garde? Alors, j'aime pas trop parler ce mot motivation parce que pour moi, la motivation, c'est du vrai bullshit et c'est pas comme ça que tu avances dans la vie. Mais est-ce que tu as une habitude ou un rituel quotidien qui te garde déterminé, focus, centré? Choisis le mot que tu préfères. Je pense que c'est quelque chose qui est plus à l'intérieur de moi. C'est pas forcément quelque chose que je fais, mais j'ai un peu cette habitude au quotidien de me demander comment je peux faire mes tâches en me connectant à ma soumission. Ok. Et vu que ma soumission, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie, de détermination et qui est aligné du coup à ce que je veux sur le long terme aussi, ben tout bête, genre je fais la vaisselle, je me dis bon bah comment je peux le faire de manière alignée à ma soumission. Là, tu vois, plusieurs fois pendant le podcast, typiquement, je me suis vue dans le retour caméra et je me suis dit comment je peux me tenir de sorte à ce que ça reflète plus ma soumission. Et en fait, au moment où je me tiens de sorte à ce que ça reflète plus ma soumission, bah, ça me donne plus d'énergie, ça me donne plus ancrée à qui je suis profondément. Alors évidemment, je ne suis pas qu'une soumise, hein, je suis plein d'autres choses, mais je sais que c'est un des rituels qui me permet de m'aider sur tous mes domaines de vie. Ça m'aide à donner des meilleurs coachings, ça m'aide à créer du meilleur contenu, ça m'aide à faire mes factures. Enfin, vraiment, faire mes factures dans ma soumission et faire mes factures hors soumission, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Je ne suis pas du tout efficace de la même manière. Ma comptable est contente. Alors continue comme ça. Voilà. Si ta comptable t'écoute aujourd'hui, elle va te dire Déborah, continue. J'aime quand tu es comme ça, c'est très bien, continue. C'est ça. Sois tout bien organisé dans tes fichiers et tout. Voilà, c'est ça. Mais très bien. Mais merci beaucoup pour cet avant-dernier partage parce que c'est vrai que se connecter à quelque chose qui nous donne de l'énergie, c'est totalement différent que de faire les choses par obligation, devoir. Et du coup, quand ça nous draine et que, en fait, à la fin, on fait les choses, mais on n'a pas envie, on fait les choses totalement différemment. T'as tout dit. T'as tout dit. Alors, je vais te poser une dernière question et c'est la petite nouveauté de la saison. C'est en fait une question, soit ça va te challenger toi, soit ça va challenger un peu nos auditeurs. J'aime bien terminer par une question comme ça. C'est aussi un peu pour provoquer qu'on est là, pour bouger un peu les esprits. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où il y a énormément de jugements sur les femmes. Enfin, même si ça bouge vraiment pas assez. Et peu importe ce qu'on en dira, c'est la vérité. Les femmes sont encore trop vues comme des faibles, comme des personnes qui devraient se taire. Et même nous, les femmes, il y a des fois, on a des croyances en nous qui sont vraiment compliquées à gérer et qui nous bloquent. Moi, la question aujourd'hui, c'est quel conseil un peu provocateur, si je puis dire. En plus, on est un peu dans cette dynamique, dans cette vidéo, parce que on parle de BDSM, de soumission, et j'ai vraiment hâte d'avoir les retours de nos auditrices, parce que je sais que c'est un peu polémique. Enfin, je veux dire, moi qui suis aussi un peu dans le BDSM, j'aime beaucoup voir les gens, c'est un peu... Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Mais c'est quoi ça? Non, mais je sais pas. Et c'est tellement plaisant de voir les réactions et de pouvoir parler avec ces gens-là parce que justement, c'est des avis totalement différents et j'aime beaucoup les avis différents. Du coup, un conseil que tu pourrais donner aux femmes qui aujourd'hui n'osent pas à cause des jugements de la société. Alors, ça peut être très bien dans ton domaine de prédilection, le BDSM, la sexualité, ou un tout autre domaine. C'est toi qui vois, tu choisis le conseil que tu aimerais donner. Pour les aider à s'affirmer, du coup?
Si tu en as envie, oui, tu peux. Voilà, un truc que j'aime bien me demander, c'est qu'est-ce qu'un homme blanc, cis, hétéro se permettrait de faire que je ne fais pas? Donc, tu vois, quand j'ai peur de prendre ma place quelque part, ou j'ai peur de dire un truc ou d'être jugée, je me dis, un homme âgé, là, les mecs riches, blancs, cis, hétéros, qui ont déjà tout le pouvoir sur la société, eh bien, il viendrait, il dirait, bon, bah alors, en fait, moi, j'aime le cul, j'ai envie de coucher avec plein de mecs, et ça fait de moi un dieu. Donc, bah, je peux dire la même chose, du coup. Voilà, donc, dans ces moments J'aime où on va beaucoup. dire ma condition, tu vois, ma condition de femme peut être un frein, un challenge, parce qu'on est dans un monde patriarcal et sexiste, bah, du coup, j'essaie d'inverser la tendance. Et ça vient me challenger autant sur les croyances, ça vient autant challenger les croyances des autres, mais aussi les miennes. Et je me dis, bon, bah voilà, typiquement, là, cette semaine sur Telegram, je, je voulais dire, euh, hier, j'ai sucé quelqu'un et blablabla. Et avant de l'écrire, je voulais utiliser des mots, tu sais, des mots enrobants. Hier, j'ai fait une fellation ou j'ai fait du plaisir oral à quelqu'un. Un mec, encore une fois, c'est blanc là, avec leur cigare à la main et tout. Ils sont entre eux. Ils disent quoi? Ils disent, je l'ai démonté, je l'ai. Oui. Voilà. Donc moi, je l'ai sucé. Et j'ai le droit de le dire. Donc j'écris, j'ai sucé. Quand j'écris des mails professionnels, des partenariats, des trucs, où je suis là, je mets des petits points d'exclamation. Merci beaucoup. J'espère ne pas déranger. J'efface. J'efface tous ces enrobages que je fais. Je me dis, un mec, encore une fois, blanc, cis, hétéro, riche, qui a déjà tout dans la vie, comment il se permettrait de l'écrire? Comment il se permettrait de le dire? Ben, comme ça. Ben, du coup, moi aussi, j'ai le droit. Évidemment, je n'aurais pas les mêmes conséquences que lui, hein. Donc, évidemment, je pense quand même à comment me mettre en sécurité par rapport aux conséquences que je vais avoir, qui sont réelles, hein. Donc, ça, c'est la deuxième question. Mettez-vous en sécurité. Ça aide quand même quand on est dans un endroit sécuritaire. Mais voilà, de se rappeler ça. J'aime beaucoup. C'est vrai que on se met trop dans cet enrobage de mots, de tournures de phrases pour éviter de choquer ou de faire trop de polémiques, etc. Alors que quand tu penses juste à un homme, ok, lui, il fait quoi, il dit quoi? Ok, il fait ça, il dit ça. Ok, bah, si lui, il peut le faire, bah, moi aussi, je peux le faire. Bah, et tu as totalement raison. Enfin, à la base, malgré les parties génitales, je veux dire, on est constitué de la même façon que ça soit un homme ou que ça soit une femme. On a un cerveau, on a un visage, on a des bras, on a des jambes, on a un corps. La seule chose qui diffère, c'est nos parties génitales. Et il nous semble que ça a été prouvé que les parties génitales, à la base, c'est pas le cerveau. J'ai bien dit à la base, hein. Donc, c'est important de pouvoir faire et être et dire et faire tout ce qu'un homme peut faire. Ça, je suis totalement d'accord. Toi aussi, au-delà de pouvoir, moi, je me rappelle que j'ai droit. Exact. Et en fait, aujourd'hui, en 2025, on a encore des droits dont on a peut-être envie de profiter en tant que femme. Et des fois, je me dis juste, j'ai le droit. Et oui, ça peut me mettre en danger, c'est vrai, hein. Là, typiquement, je sors dans la rue, dans certains endroits en France, ben, je peux me faire agresser, je le sais, juste parce que j'ai un collier de soumise. Tout de même, c'est pas ma faute. En fait, c'est pas ma faute s'il y a des dangers, souvent masculins. Et donc, c'est ma responsabilité de me mettre en sécurité. Par contre, c'est pas ma responsabilité de ne pas profiter de mes droits. Totalement. Donc, j'ai des droits, je les utilise. Exactement, tu as totalement raison. Et je tiens quand même à faire cette petite parenthèse pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont été victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles, et celles qui potentiellement en vivront. Et j'en suis désolée pour vous, vraiment. J'aimerais vraiment éradiquer ça du monde, mais je n'ai pas assez de pouvoir pour ça. Dites-vous que déjà, c'est pas de votre faute. Vous êtes responsable en aucun cas de ce qui se passe parce que ce n'est pas vous.
Vous avez le droit de mettre une robe un peu plus courte, vous avez le droit de mettre des décolletés, vous avez le droit de vous maquiller, de mettre des talons qui soient petits, hauts, que ce soit des cuissards, que ce soit des trucs très classiques. Vous avez le droit d'être habillé comme vous en avez envie. Si vous avez envie de ressembler à un sac à patates, ressemblez à un sac à patates si vous en avez envie. Tout ce qui se passe sur votre corps et dont laquelle vous n'êtes pas consentante, ça, vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas un oui, c'est pas une provocation, ce n'est pas quelque chose qui dit fais-moi quelque chose, peu importe ce que vous portez sur vous. Vraiment, c'est totalement à bannir. En tout cas, je te remercie beaucoup, Déborah, de tout ce que tu nous as partagé. J'ai adoré notre échange, vraiment. J'ai hâte d'avoir les retours des personnes qui vont être nos auditrices parce que ça va être vraiment incroyable. Moi, je vous remercie tout aussi, nos auditrices, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à nous donner vos impressions, à aller aussi vous abonner sur le compte de Déborah. Je vous remets toutes ces informations en description et là où vous pouvez aller voir son travail, la personne que c'est, et suivre aussi ses différents périples. Moi, j'aime beaucoup les suivre et j'aime beaucoup son contenu, vraiment. Donc, si vous avez la moindre question, plus ou moins près du BDSM ou de la sexualité, vraiment, n'hésitez pas parce que c'est vraiment incroyable ce qu'elle peut donner en termes de gratuit. Et je vais donner le dernier mot de la fin à Déborah en lui disant encore merci. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci pour tout. J'ai adoré être là. J'espère que ça va impacter beaucoup d'auditrices qui nous écoutent. Et c'est avec grand plaisir que je laisse mes portes ouvertes si elles ont envie de creuser un peu plus des sujets. Comme dit, tous les liens sont dans la description. Donc, allez checker. Voilà. Merci beaucoup, Déborah, et je te dis à bientôt. Bye bye.